Bonjour Hervé Carès. Bonjour Sylvain Bonjour Ferreira. Elena. Hervé, Bonjour. Hervé, vous êtes expert en communication de crise, breveté de l'école de guerre, ancien colonel de l'armée française. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous nous rencontrons souvent au dialogue franco-russe pour débattre et parler de l'actualité. Merci Sylvain. Également, nous avons enregistré une très belle interview l'année dernière. Donc, merci d'être là avec nous aujourd'hui pour le dialogue. Vous êtes historien militaire, auteur de plusieurs ouvrages, notamment dédiés à la Seconde Guerre mondiale, mais pas que, et vous animez Veille Stratégie. Et je vais commencer par les tout derniers événements de ce week-end, c'est-à-dire des frappes ukrainiennes en Crimée, menées à l'aide d'un missile américain. Donc il y avait quatre missiles qui auraient été interceptés et l'un des missiles qui tombait donc sur l'une des plages à Sébastopol. 150 personnes blessées, deux enfants morts. Hervé, vous avez dit dans l'une de vos interviews, et là je cite, la Russie a lancé une opération militaire spéciale en Ukraine pour éviter justement un conflit direct avec l'OTAN. Mais là, on est en plein dedans. Ouais, donc c'est à moi de répondre. Ah oui, c'est à vous. On va commencer par vous. Ouais, d'accord. Donc je pense d'abord qu'il faut se poser la question de ce qui s'est passé, hein. Alors, avec ces 5 missiles à ATACMS qui ont été lancés sur la Crimée, il faut imaginer que de part et d'autre, hein, quand on utilise des munitions comme ça qui sont très chères, alors quand je dis de part et d'autre, en toute logique militaire et en toute logique de travail d'état-major et de ciblage, on va pas dépenser, c'est horrible hein, ce que je veux dire, on va pas dépenser des munitions qui valent 1 million de dollars l'unité pour un acte terroriste. Ça, c'est la logique militaire et la logique stratégique. Parce que lorsque l'on fait une frappe, que ce soit les Russes lorsqu'ils font une frappe sur l'Ukraine ou les Ukrainiens lorsqu'ils font des frappes maintenant avec des moyens qui ont été donnés par les Occidentaux et notamment par les Américains, il y a un ciblage qui est fait derrière, d'autant plus que ces moyens américains et occidentaux font souvent appel à des moyens de renseignement de l'OTAN. Ce qui veut dire que le travail d'état-major de ciblage qui va être fait pour faire le dossier d'objectif va impliquer, d'une manière ou d'une autre, des techniciens et des officiers de l'OTAN. Alors, cette frappe et le résultat malheureux qu'il y a eu sur la plage de Sébastopol, on est un peu dans le cas de figure où la défense antiaérienne, un petit peu comme en Israël ou même en Ukraine, elle n'est pas efficace à 100%. C'est que elle abat donc les vecteurs, hein, donc les missiles, elle les abat, elle détruit, donc les débris tombent au sol et ensuite parfois ils peuvent même être également déviés. Donc, moi, sur un plan purement militaire et technique, travail d'état-major et de réflexion de ciblage, cette frappe, avec 5 missiles, hein, c'est énorme en fait, on voit qu'il y a une volonté de saturation, ciblée très probablement une cible à forte valeur ajoutée en Crimée, laquelle seuls les planificateurs qui l'ont fait pourraient répondre. Ensuite, la deuxième hypothèse, qui est celle de Jacques Beau, ça serait que ça serait une action, on va dire, à l'initiative des Ukrainiens, justement, pour créer une montée de tension entre les États-Unis et la Russie, puisque ce sont des munitions américaines. Alors pourquoi je n'y crois pas? Parce que les Ukrainiens sont très tributaires, en fait, des techniciens occidentaux et de l'OTAN, aussi bien pour la mise en œuvre de ces moyens que pour, en fait, le guidage et la détection des cibles. Donc la première hypothèse, c'est que malheureusement, c'est des débris qui tombent avec des sous-munitions, parce qu'un des missiles avait des sous-munitions, ou peut-être les autres aussi d'ailleurs, sur la plage, et ça fait ces dégâts et ces victimes, hein, qui sont importantes. Et ensuite, la deuxième hypothèse, qui est celle de Jacques Beau, c'est une volonté des Ukrainiens d'une manière à ferrer les Occidentaux, parce que le but des Ukrainiens, sur un plan stratégique, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est d'arriver à engager de plus en plus les Occidentaux dans le conflit, parce qu'ils savent très bien que sur un plan stratégique, ils ne font pas le poids tout seuls face à la Russie. Alors maintenant,
Est-ce que c'est une escalade vers une plus grande confrontation entre les États-Unis et la Russie? Ben, à l'évidence, oui, puisque depuis le début des frappes dans la profondeur, notamment en Crimée, euh, il ne faut pas imaginer que ça puisse se faire sans les moyens de renseignement occidentaux et sans le paramétrage des munitions comme les Scalp ou les Storm Shadow par des techniciens occidentaux. Ce n'est pas possible parce qu'il y a des codes derrière qui font que les Ukrainiens n'ont pas la main dessus. Voilà. Donc, évidemment, c'est une escalade. Et je pense que, d'ailleurs, je crois que ça a déjà commencé. Je pense que les Russes, ce qu'ils toléraient jusqu'à présent en termes de renseignement, même en limite de leur espace aérien, l'espace aérien criméen, peut-être qu'ils vont passer à la vitesse supérieure sur le plan de la coercition, de la neutralisation des moyens aériens de l'OTAN et américains. Je pense en particulier aux drones de surveillance. Tu as un truc à rajouter, Sylvain? Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi d'ailleurs là-dessus. Non, disons que moi, ce qui m'interroge, c'est, pour moi, il faut replacer ça dans un narratif plus global et dans des faits plus lointains. C'est-à-dire que moi, ce qui me surprend, les frappes contre des populations civiles de la part des Ukrainiens, malheureusement, il y en a eu déjà beaucoup. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé Mm. avant 2022, mais depuis 2022, avec des armes occidentales, on frappe la ville de Donetsk et son agglomération à qui mieux mieux. On gaspille des munitions de 155 mm extrêmement précieuses, alors beaucoup moins chères qu'un ATACMS, pour tirer sur des civils. On a dispersé des mines papillons sur Donetsk à ne plus savoir quoi en faire ces 2 dernières années. On nous dit on va autoriser les Ukrainiens à tirer sur le territoire de la Fédération de Russie cette fois-ci. On quitte Mm. les oblasts sécessionnistes, mais les lance-roquettes tchèques vampires tirent sur Mm. Belgorod tous les jours depuis plus d'un an. Hein, et ils tirent sur des cibles civiles. Ouais. Ils ne tirent pas sur des cibles militaires. Donc, il faut replacer. Alors, je suis d'accord avec Hervé sur l'aspect technique, c'est-à-dire qu'effectivement, tout ça ne peut pas avoir lieu sans des techniciens hautement qualifiés de l'OTAN pour repérer les cibles, les désigner et conduire la frappe correctement. Donc, comme le dit Hervé, les défenses antiaériennes russes sont très efficaces, hein, mais malheureusement, quand on fait une attaque massive comme ça par essaim, on peut toujours se retrouver piégé par un vecteur qui arrive à passer le mur. On le sait, hein, il n'y a pas que ces attaques-là qui ont eu lieu. Et des fois, c'est 99%, et puis malheureusement, le pourcent qui reste, c'est les civils qui vont le payer. Mais par rapport au narratif de ne pas frapper les civils, là, c'est là que moi j'ai un problème sur la longue durée. Mm. Et surtout, il y a un individu qui vient nous poser une grande difficulté. C'est le petit Richelieu de Zelensky, c'est Podolyak. Qui lui nous dit moralement, mais on a bien fait de faire ça. Alors peut-être qu'il se raccroche et un effet d'aubaine pour lui au niveau de la propagande, hein, c'est probable. Mais lui, il vient, quand on l'interroge en lui disant, mais vous vous rendez compte, vous avez tué des civils, il n'y a aucune cible militaire, etc. Lui, il dit, ah mais non, de toute façon, la Crimée, c'est un vaste entrepôt de concentration des troupes russes qui sert à alimenter l'opération militaire spéciale. Donc, c'est une free fire zone pour nous. Alors, encore une fois, d'un point de vue moral, pour nous occidentaux, c'est un langage qu'on ne peut plus supporter, que ce soit à Gaza, que ce soit là-bas. Hein, parce qu'on n'a Mm. pas hurlé au loup pendant toute la durée de la guerre du Vietnam pour supporter ce genre de discours aujourd'hui. Donc, c'est là que c'est très complexe. Moi, par contre, sur le problème de la hausse du niveau de confrontation, je ne sais pas si c'est parce que j'ai été traumatisé en 1983 par l'opération Able Archer, et que de l'autre côté, je suis un fan de Shakespeare. Mais pour moi, tout ça, ça reste toujours beaucoup de bruit pour rien. L'année 1983, du mois de septembre au mois de novembre, nous a amené, si on écoute les historiens, au bord d'une confrontation nucléaire involontaire par l'intoxication des services soviétiques par l'OTAN, alors qu'on a eu un avion de ligne coréen qui a été abattu par la chasse soviétique aux abords de Sakhalin, et ça n'a jamais débouché sur la guerre nucléaire. Donc je pense que
il faut vraiment faire preuve de beaucoup de discernement pour prendre en main tous ces éléments qui sont extrêmement paradoxaux parfois, pour comprendre là où on en est. Mais moi, je pense, parce que une fois encore, l'objectif stratégique à très long terme des Anglo-Saxons, c'est séparer la Russie de l'Europe occidentale. Ils y sont parvenus. Ils ne veulent pas de confrontation armée directe entre les deux États. Et j'espère ne pas me tromper. Je vais revenir sur ce que tu as dit. Alors, c'est vrai qu'il y a des frappes qui sont faites sur les civils, notamment sur les civils des républiques autoproclamées, qui maintenant ont été, euh, qui ont été, qui ont rejoint la Fédération de Russie. Mais ces frappes-là, c'est un niveau décisionnel qui n'est pas celui du niveau décisionnel des attaques MS et des Storm Shadow. Là, on est sur un niveau décisionnel stratégique, en fait. Et autant on peut concevoir qu'il y ait des initiatives de frappe de cibles purement civiles à un petit niveau, avec des artilleurs qui vont lancer des obus de 155, des roquettes non guidées, voire même des HIMARS, hein, même si cela, ça reste encore à prouver, parce que là, le niveau de portée n'est pas le même. Là, on est vraiment sur des munitions qui sont stratégiques et dont je pense même que la comptabilité est tenue de manière très, très précise par les planificateurs de l'OTAN. C'est pour cela que faire une attaque de type terroriste sur une plage de Crimée, des drones de type suicide ou des drones chinois auraient largement suffi, en fait. Ouais. Alors moi, on peut échanger encore un peu, Oui, Irina, bien sûr, là-dessus. oui. Oui, Ouais. bien sûr, c'est très, Moi, voilà. moi, la question ensuite, puisque tu as abordé l'incertitude sur la cible, Mm. c'est que globalement, on sait que la flotte de la mer Noire a été repoussée Mm. vers l'est, vers Novorossiysk. Donc, qu'est-ce qui pourrait être aussi intéressant pour justifier un emploi aussi important d'autant de munitions d'un Ouais. seul coup? Mais en Ça fait, m'interroge. c'est la question, mais il ne faut pas oublier que ce que l'on voit, nous, ce sont que des sources ouvertes, plus ou Oui, moins manipulées ou utilisées par chacun des belligérants directs ou indirects, et on ne sait pas tout ce qui est détecté par la guerre électronique. De toute façon, des attaques MS, ce sont pas des missiles qui sont destinés à toucher des cibles qui sont mobiles comme des navires. C'est plutôt les Storm Shadow ont beaucoup été utilisés là-dessus, hein, d'ailleurs, les Storm ouais. Shadow, les Scalp. Donc je pense qu'il y avait une cible qui était autre, hein, et qui était, à mon avis, la cible qui était visée par cette attaque. En tous les cas, sur un plan stratégique, il est clair que comme les Ukrainiens sont en difficulté sur le front terrestre, depuis le début de la guerre, le front maritime et le territoire de Crimée, la péninsule de Crimée, constitue un centre de gravité où les Ukrainiens peuvent fragiliser et agresser les Russes, hein, donc un centre de gravité russe qui peut être agressé à moindre coût pour les Ukrainiens parce que ils ne mettent pas en jeu leur centre de gravité qui est très fragilisé, c'est-à-dire leurs ressources humaines, et ils utilisent énormément de moyens techniques qui leur sont prêtés par les Occidentaux, et ils utilisent également énormément le renseignement donné par les Occidentaux. Donc c'est ce front maritime et ce front de la péninsule de Crimée, c'est le front sur lequel, entre guillemets, ils peuvent porter des coups à la Russie. Exactement ce que je voulais dire, c'est ce qu'a dit Jacques Beau ce matin, que les Ukrainiens font une fixation sur la Crimée, puisqu'on sait très bien que la Crimée, il a tagué depuis à très très longtemps. Pour ce qu'a dit Sylvain, j'aimerais bien rebondir, mais par rapport aux Américains, pourquoi finalement ils ont changé d'avis? Ils ont permis à l'Ukraine de frapper le territoire russe, parce que ça a quand même resté tabou pendant X temps. Alors, l'autorisation qui a été donnée, c'est un fait accompli. Moi qui répertorie au quotidien ce qui se fait sur Belgorod et sur la région de Koursk, ça a commencé, mais il y a plusieurs mois. Donc, on est sur une autorisation, peut-être éventuellement, donc de nouveaux vecteurs, comme les attaques MS, où on va dire, bah voilà, maintenant, vous pouvez aussi utiliser ça. Mais les frappes ont lieu. Je ne reviens pas à la frappe ukrainienne initiale qui a été menée par 2 hélicoptères au début, au tout début de l'opération militaire spéciale
sur les réservoirs pétroliers à Belgorod, parce que là, c'était une vraie opération militaire purement ukrainienne. Mais en ce qui concerne les équipements que les Européens et les Américains fournissent à l'Ukraine, ça fait belle lurette qui frappe le territoire de la Fédération de Russie au 21 février 2022. Donc là, c'est peut-être juste pour dire ben, on le reconnaît publiquement et peut-être que ça signifie aussi qu'on va leur donner l'autorisation d'utiliser d'autres vecteurs que ceux qu'ils utilisaient jusqu'à maintenant. Voilà, je le Ouais, vois comme ça. oui, ce sont les grandes difficultés des forces terrestres ukrainiennes qui créent en fait cette, euh, cette possibilité qui est donnée par les Américains de frapper ouvertement en utilisant un nouveau moyen, justement les attaques MS, avec cette portée de 300 km. Parce que c'est pas anodin, alors évidemment, c'est 300 km par rapport au front, puisque les lanceurs se mettent au moins à minima à 50 km en arrière du front, mais ça donne des possibilités, notamment sur la région de Kharkov, où les Ukrainiens étaient en difficulté jusqu'à leur contre-attaque. Je pense que Sylvain en parlera tout à l'heure. Mais et ça pour eux, c'était intéressant parce qu'ils n'arrivaient pas en fait à frapper les points de regroupement russes qui étaient sanctuarisés par la frontière russe. Euh, Alors, rapidement, pardon Sylvain, rapidement vous allez ajouter, mais rapidement la situation sur le front, juste pour un petit peu rappeler ce qui se passe réellement à nos auditeurs. sur le Bah, je front laisse pas. terrestre, Sylvain. Vas-y, Sylvain, c'est toi qui suis le sur, mieux. sur le front terrestre, on est sur une guerre de position, grignotage de l'armée russe qui est à l'initiative dans tous les secteurs, en étant offensif dans tous les secteurs sauf celui de Kharkov, où là, à Kharkov, ils ont ouvert un front, ils ont fait du Falkenhayn dans le texte à Verdun, hein, c'est-à-dire qu'ils ont rouvert un front symbolique face à une ville qui a une puissance symbolique et politique qui est monumentale, hein, comme Verdun pour nous en 1916. Et comme pour nous, Français, en 1916, ben, au lieu de lâcher la ville et puis de se replier sur des positions plus favorables, alors là, non seulement les Ukrainiens ont décidé d'arrêter les Russes, mais surtout, ils ont décidé, ce qui est complètement fou par rapport aux appuis-feu dont disposent les Russes, c'est qu'ils ont décidé de lancer des contre-attaques tactiques. Où là, on voit qu'en plus, les Russes sortent les FAB de 3 tonnes, hein, les bombes planantes de 3 tonnes. C'est absolument dingue au niveau de l'attrition. C'est-à-dire que le plan d'attrition opératif des Russes se poursuit. Et il a attiré à lui, comme pour nous en 1916 à Verdun, c'est un aspirateur des réserves de l'armée ukrainienne. Donc c'est une catastrophe d'être entré dans ce plan-là. Pour l'armée ukrainienne, c'est terrible. Et l'attrition va être terrible. Enfin, elle est terrible, puisque ça dure depuis 1 mois et demi maintenant. Depuis la bataille de Bakhmout, la stratégie des Russes, c'est la strition. Donc, il organise autour de batailles dans lesquelles les Ukrainiens, pour des raisons psychologiques, pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques, ne veulent pas reculer ou engagent des forces. Ça a été le cas à Bakhmout, hein, quasiment pendant 4 mois. Après, lors de la contre-offensive, ça a été la même chose, hein, alors ils ont tout fait pour attirer les Ukrainiens en laissant croire qu'ils étaient démoralisés. C'est à ce moment-là, on voyait toutes ces vidéos de soldats russes démoralisés, qui se plaignaient. On ne peut pas concevoir que les Ukrainiens se soient lancés comme ça à l'assaut, euh, sans appui aérien, en imaginant qu'en face, ça allait résister. Ils pensaient qu'en face, les Russes allaient détaler, parce que les Russes les avaient amenés à penser qu'ils étaient complètement démoralisés. Et ensuite, la bataille maintenant de Kharkov, elle est, comme tu l'as dit très bien, on est dans cette même configuration. Ils ont engagé très très peu d'effectifs, les Russes, sur cette bataille, essentiellement de l'infanterie. Et comme toujours, ils font confiance à leurs appuis-feu, que ce soit les appuis-feu artillerie ou les appuis-feu aériens. Et maintenant, avec les bombes guidées, notamment de 1500 et maintenant de 3000 kilos, ça va devenir terrible si jamais les Russes passent à l'offensive, notamment les fortifications ukrainiennes. Quand je parle d'offensive, je parle de grande offensive opérative. On n'en est pas encore là. Le président russe, il y a quelques jours, a dit prêt à armer les ennemis des pays qui arment l'Ukraine. D'ailleurs, donc, son voyage en Corée du Nord est une illustration, en quelque sorte. Qu'en pensez-vous? Vas-y, Alors, Sylvain.
La Corée du Nord, c'est quelque chose, c'est pareil. J'ai l'impression que les gens redécouvrent l'eau chaude d'un seul coup. À veille stratégique, on a sorti des documents en 2022 de photos aériennes, vraisemblablement de la NSA, qui nous montraient la frontière entre la Russie et la Corée du Nord avec les trains pleins d'obus en 2022, où on nous disait, voilà, les Nord-Coréens aident déjà la Russie. Alors, effectivement, il n'y avait pas eu de rapprochement entre les chefs d'État, parce qu'il y a déjà eu donc une première visite du président nord-coréen en Russie avant celle de Vladimir Poutine, donc à Pyongyang, pour officialiser tout ça finalement. Et on sait depuis l'année dernière que les obus de 122 et de 152 mm nord-coréens permettent à l'industrie russe de monter tranquillement en puissance sans avoir à trop piocher dans les réserves de l'Union soviétique et de maintenir, puisqu'on en parlait sur le front de Kharkov, une cadence de tir de 10 à 12 000, des fois 14 000 obus par jour, quand l'armée ukrainienne dépasse rarement les 2 000, 3 000 obus en moyenne sur la même période. Donc voilà, alors après, c'est normal, les Russes se défendent à la loyale, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. On revient en plus dans un contexte où on revoit les mêmes que pendant la guerre froide, hein, la Corée du Nord, Cuba, des pays africains, puisque nous, Français, on en fait les frais dans notre ancien précaré. C'est tout à fait normal. Maintenant, il ne faut pas se dire que demain va y avoir une crise de Cuba bis. Hein. Et je rappelle pour les gens qui ont la mémoire courte et qui ont une vision de l'histoire seulement dans l'immédiateté, la crise de Cuba, à terme, c'est une victoire soviétique. Parce que l'objectif de Khrouchtchev, c'était de faire retirer les missiles américains de Turquie. Et l'ambassadeur soviétique s'est entendu avec mon idole Bobby Kennedy, hein, le frère de John Fitzgerald Kennedy, sur ce point-là pour qu'il reste secret pendant 25 ans. Mais depuis la fin de la guerre froide, nous savons tous que la crise de Cuba est une victoire soviétique parce que les Américains ont été obligés de retirer leurs missiles d'Anatolie. Donc voilà, hein, c'est toujours intéressant de revoir les mêmes, mais avec cette fois-ci, alors la Corée du Nord n'a pas changé de régime politique, Cuba non plus, mais il y en a d'autres qui ont un peu évolué depuis. Mais c'est une bonne guerre pour moi. Oui, c'est dans le cadre d'une confrontation maintenant stratégique globale. Les Occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis et les alliés des États-Unis, en fait, sont confrontés sur d'autres théâtres aux alliés ou aux proxys de la Russie. Hein. Et c'est le cas des Houthis, hein, les Houthis qui sont en train de développer de manière très dangereuse leur capacité de frappe à longue distance de navires, hein, puisque il me semble que le dernier navire ciblé était à 450 km des côtes, donc ça commence à être quand même assez inquiétant. Hein. Et n'oublions pas que les Houthis, il y a quelques mois, disaient qu'ils allaient maîtriser la technologie des missiles hypersoniques. Donc cette technologie-là, si jamais ils la maîtrisent, ça ne sera pas une ex nihilo, ce sera forcément avec l'aide de conseillers techniques. Donc on est là-dessus. En fait, étant donné que la Russie estime que les Occidentaux sont allés très très loin dans la confrontation et le soutien à l'Ukraine, eh bien, il y a des théâtres sur lesquels les alliés de la Russie ou les proxys de la Russie vont chercher à mettre en difficulté les alliés des États-Unis ou les États-Unis. Le Le, sommet. le, Oui, pardon, le seul, Sylvain. le seul théâtre d'opération, il faut le signaler dans cette confrontation pour le moment sur lequel les Russes n'influent pas militairement, indirectement par des livraisons d'armes, ça reste la Terre Sainte. C'est-à-dire que pour le moment, les Russes interfèrent diplomatiquement pour essayer de trouver une solution au conflit entre Israël et les Palestiniens, mais c'est le seul endroit où militairement, ils n'ont pas prépositionné des missiles ou des armements en faveur des mouvements palestiniens. Il ne faut pas l'oublier non plus. C'est vrai, mais c'est certainement lié au nombre de ressortissants d'origine russe qui se trouvent en Israël. Donc il y a Voilà, un jeu diplomatique et stratégique qui est assez subtil en fait entre les alliés traditionnels de la Russie qui sont les Arabes, et puis également cette proximité avec la Russie qui est liée à la forte communauté d'origine russe qui se trouve en Israël. c'est ça. Le sommet pour la paix,
sans participation russe et sans beaucoup de résultats. C'était un faux sommet? Sylvain, vous êtes en train de rire, dites-nous. Non, mais mais c'était une comédie, cette histoire. Enfin, je veux dire, c'est là qu'on voit la fin de l'Occident. C'est-à-dire qu'on se réunit en notre nom et pour nous-mêmes, sans prendre en compte l'autre. Euh, voilà, on a l'impression on peut plus discuter avec l'ennemi. Il est devenu complètement diabolique, complètement. Enfin, c'est Sauron, quoi. Infréquentable. Oui, oui, mais même, c'est un côté. Faut jamais oublier les perspectives vétérotestamentaires des évangélistes américains, c'est-à-dire que c'est le diable. Il y a un côté, au-delà de la morale, il y a un côté religieux, il y a un côté vraiment, comme je dis, c'est Sauron, quoi. On est dans le Seigneur des Anneaux, on ne parle pas avec ces gens-là, c'est pas possible. Ils sont plus humains, hein, et donc, on est dans l'entre-soi. Alors, on va ratisser des pays un peu exotiques pour dire, mais regardez, il y en avait quand même qui venaient pas du monde occidental, qui étaient là et on n'arrive à rien. Donc, c'est pas possible. Et moi, je reprends là-dessus ce qu'avait dit il y a 2 ans Nicolas Sarkozy. Soit Poutine, c'est vraiment Hitler, et alors là, il faut faire la guerre complètement à la Russie. Mais si c'est pas Hitler, ce qui est le cas, eh ben, on discute avec lui. On est obligé de discuter avec lui. On peut pas faire autrement. Et donc là, faire une conférence sans inviter de diplomates russes de premier rang, je pense notamment à Lavrov, c'est n'importe quoi. Et l'image que ça renvoie alors bon, les populations occidentales sont-elles vraiment au courant de là où elles en sont? Et nous, Français, vu que ça s'est fait concomitamment avec la dissolution, je ne sais pas si on s'est rendu compte du ridicule supplémentaire que ça apporte à notre pays, mais derrière, aux yeux du monde, on est ridicule. Ridicule. C'est-à-dire que les Chinois, les Indiens, les Sud-Américains et les Africains, mais se foutent de nous. Faut dire les choses comme elles sont. Ça ne vaut rien. Et en fait, on se rend compte qu'à la fin, les décisions qui sont prises, c'est des décisions de guerre. C'est comment on va forcer les États de l'OTAN à aider encore plus l'Ukraine militairement. Donc, il n'y a rien de paix dans tout ça. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir. Ah, il y avait un petit écho là. C'est de voir les déclarations qui sont faites à l'issue de chaque sommet. Et donc, le premier sommet, il y a quelques mois, avant le dernier en Suisse, il y avait le plan de paix du président Zelensky en 10 points, qui était un plan de capitulation de la Russie. Et ce premier sommet se situait un petit peu avant l'offensive qui avait eu lieu à l'été 2023. Donc, avec tous les espoirs que cette offensive portait. Ce dernier sommet, on retrouve le plan de paix du président Zelensky, qui est un plan de capitulation, mais qui est réduit à 3 points essentiels. Donc, on est sur un plan de paix qui est un plan de capitulation plus réduit, peut-être plus acceptable, mais ça reste quand même un plan de capitulation. Alors, le seul avantage de ce sommet, ça a été de pousser enfin la Russie à dire très clairement quels étaient les objectifs de la Russie. Parce que jusqu'à présent, il y avait beaucoup de déclarations, mais qui étaient, on va dire, assez peu pragmatiques et surtout mesurables, aussi bien sur le terrain qu'en objectif stratégique. Et là, très clairement, le plan de paix du président Poutine, qui est également un plan de capitulation de l'Ukraine, donc on voit qu'on est très très loin de la paix, hein, de part et d'autre, c'est en fait l'annexion des oblasts enfin la conquête des oblasts qui ont été annexés par la Russie. Donc on est face à une situation où c'est le sort des armes qui déterminera la fin de cette guerre pour l'instant. Ce qui est très intéressant par rapport à ce qu'Hervé vient de rappeler sur les conditions du plan russe aujourd'hui, et où on sait bien sûr que Vladimir Poutine, il est comme les Occidentaux quelque part, c'est-à-dire qu'il dit, bah voilà, nous on propose ça, il sait très bien que ça ne va pas être accepté, hein, faut le comprendre comme ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est de le comparer à ce qu'il avait proposé en février-mars 2022, sur lequel tout le monde semblait s'être entendu, hein, comme l'a témoigné si bien l'ancien Premier ministre israélien Bennett, et où au final, on n'est pas arrivé à une entente parce que les anglo-saxons ont dit non, il faut continuer cette guerre. C'est-à-dire que, comme prévu, vous avez voulu plus de guerre, eh bien nous, on voudra plus de territoire pour compenser le fait que vous nous poussiez à continuer cette guerre.
faut comprendre la logique des Russes. On ne fait pas 2 ans de guerre de plus pour rien. On vous a fait une offre qui était relativement acceptable en 2022 et la preuve, vous l'aviez acceptée. Finalement, vous la retirez sous la pression de tiers, et bien maintenant, 2 ans plus tard, avec les sacrifices qu'on a dû consentir, on vous demande plus. C'est tout à fait logique d'un point de vue diplomatique et militaire. Le problème actuel des Occidentaux sur un plan stratégique, c'est que les objectifs de guerre du président Zelensky, retrouver les frontières de 1991, sont inatteignables. Alors, ils étaient difficilement atteignables avant, mais maintenant, on le sait, sur le plan militaire, c'est impossible. Donc, je dis bien retrouver les frontières de 91, Crimée inclus. Donc, cette difficulté-là, pour les Occidentaux, elle est majeure, puisqu'ils ils sont tous prononcés pour un soutien inconditionnel à l'Ukraine, en épousant de ce fait les objectifs stratégiques du président ukrainien, reconquérir. Et le président ukrainien actuellement est en vraie difficulté, parce que son sujet actuellement, c'est d'éviter de perdre du territoire. Sachant que même en imaginant qu'ils arrivent à peu près stabiliser le front face aux poussées russes durant la fin de l'année 2024 et surtout cette phase qui va être assez dangereuse, cette phase estivale qui risque d'être assez dangereuse. Quid de 2025? Alors l'espoir ensuite des Occidentaux, c'est qu'en 2025, sur un plan stratégique, l'Ukraine reparte à l'offensive. Mais le problème de l'Ukraine, son centre de gravité le plus amenuisé, c'est sa ressource humaine mobilisable. Et deuxièmement, ses forces morales sont également très, très fragilisées. Deuxième centre de gravité, c'est un pays qui, depuis 2 ans, est dans une situation de guerre quasi totale. Avec des infrastructures énergétiques qui sont détruites à plus de 80%, avec des zones qui ont été complètement vidées des hommes qui étaient mobilisables, puisque la mobilisation s'est d'abord faite dans certaines zones, et puis maintenant elle commence à toucher les grandes villes comme Kiev, et ça devient de plus en plus difficile. Et sur le fond de tout ce que vous avez dit, j'ai lu tout à l'heure, début des négociations sur l'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine et de la Moldavie. Oui, le sens. C'est du en même temps, on va dire. Les gens se mettent au diapason de notre cher président de la République. C'est-à-dire qu'on croit encore à des chimères alors qu'on sait que concrètement, ça ne va pas pouvoir se… Alors la Moldavie, je ne sais pas, parce que la situation là-bas est encore dans une autre complexité, puisqu'il n'y a pas encore de guerre ouverte. Et j'espère qu'il n'y en aura pas. Mais en ce qui concerne l'Ukraine, enfin, on sait bien. Il ne faut pas oublier, même si la situation n'est pas comparable, mais ça fait des années qu'on agite la carotte de l'adhésion à l'Union européenne pour la Turquie. Et on sait bien que ça n'aboutit pas pour le moment, que ce n'est pas prêt d'aboutir. Et je pense que là, même si les circonstances ne sont pas les mêmes, c'est pareil. Il ne nous reste plus que du symbole à manipuler pour essayer de se rassurer. Ce que j'ajoute à ce que vient de dire Hervé sur les centres de gravité internes de l'Ukraine, un autre problème à l'horizon 2025, c'est que va-t-il se passer en novembre 2024 aux États-Unis? Parce que là, si c'est Trump qui est élu, c'est fin de la partie, terminé. L'Ukraine, c'est fini. La guerre s'arrête et l'Ukraine a perdu. Mais tu vois, d'une certaine manière, là actuellement, vu de loin, de ce que l'on peut voir, on a l'impression que les gouvernants ukrainiens sont dans une perspective nihiliste. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent pertinemment qu'ils ne pourront jamais reconquérir les frontières de 91. Donc, le seul projet qu'ils ont pour leur pays, c'est la guerre. Et ça, c'est terrible, en fait. C'est terrible parce que justement, et je pense que c'est ce qui fait que la grande majorité de la population se questionne énormément. Parce qu'au départ, il y a eu un élan patriotique, c'est vrai, lors de des offensives de février 2022, notamment lorsqu'il y a eu les poussées russes vers Kiev. Mais cet élan patriotique, maintenant, il est terminé parce que les gens du Donbass, pour eux, très honnêtement, sont des Russes. Et ils n'ont pas envie de mourir pour le Donbass. Ils ont envie de se projeter un peu comme ils avaient tenté de se projeter avec différentes, comme la Révolution orange ou d'autres velléités. Ils veulent se projeter. Et je pense que ce qui va amener peut-être à une situation où on va aller vers la paix, c'est qu'il y a cette volonté d'un projet autre que la guerre qui va naître au sein de la population ukrainienne. On va espérer.
À cet égard, il faut noter quelque chose qui est extrêmement important, qui s'est joué la semaine dernière en Allemagne dans un cadre qui est pourtant pas celui de la politique au départ. C'est cette banderole des supporters ukrainiens à l'euro qui disent rendez-nous les élections, hein, parce qu'on veut à nouveau pouvoir, en tant que peuple souverain, se prononcer sur notre destin, hein, par rapport à ce que vient de dire Hervé. Il faut prendre ça comme ça, c'est-à-dire que, et d'oser l'afficher. Je veux dire, il faut se rendre compte que ces supporters-là, on peut tous les retrouver avec les caméras quand ils vont retourner en Ukraine. Je leur souhaite bien du courage. Ce qu'ils ont fait est extrêmement audacieux et courageux, hein. C'est vraiment impressionnant de leur part. Et il faut voir ce qui vient de se passer dans l'appareil militaire ukrainien ces derniers jours. On a le numéro 2, l'ami de Syrski, qui vient d'être démis de ses fonctions. Ce qu'il a été accusé par le patron d'Azov, hein, de faire partie de ces gens qui font tuer trop d'Ukrainiens au front. C'est un discours qu'on n'a jamais entendu, et en plus de la part d'Azov. C'est-à-dire qu'on a le patron d'Azov qui dit ces gens-là sont fous. Hein, on revient à ce que disait Hervé sur la ressource humaine du pays qui s'épuise. C'est-à-dire que là, on a les types qui sont des néo-nazis avérés, qui font d'un seul coup œuvre d'intelligence en se disant mais on est en train de perdre tellement de monde par rapport à la stratégie qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire d'être rigide sur le front, de tenir coûte que coûte n'importe quel pâté de maison dans n'importe quel village, et ça risque de nous faire tout simplement disparaître. Donc ça aussi, c'est des contradictions qui se font jour pour la première fois d'un côté dans la population, puis de l'autre côté dans l'appareil militaire, qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant et qu'il va falloir, comme disait Hervé, à la séquence qui s'ouvre là, comme d'habitude depuis le 20 juin à peu près dans l'espace russe, hein, le grand espace russe, dès le 22 juin jusqu'à la fin du mois de septembre, c'est le temps des grandes offensives, c'est le temps des grands combats. Et on est en plein dedans, et je ne suis pas sûr que l'armée ukrainienne tienne encore à ce point au mois de septembre. Je vais un petit peu revenir à ce que vous avez dit, Sylvain, au tout début de notre échange, puisqu'il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, nous avons fait une conférence avec le général Pinatel, où il a développé 4 scénarios de la sortie de ce conflit-là. Tout dernier scénario, c'était la nucléarisation du conflit. D'après vous, oui, c'est là quand même des scénarios et on en parle. Parce que ça fait peur, c'est aussi peut-être l'idée de faire peur aux populations. Que pensez-vous de ce scénario? C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il n'y aura pas l'arme nucléaire, c'est toujours pareil. Je rappelle encore une fois, en tant qu'historien, il y a eu une fois dans l'histoire de la guerre froide, c'était au tout début en Corée, un officier de très haut rang américain, le général MacArthur pour le nommer, qui a pesé de tout son poids sur le pouvoir politique américain à l'époque pour demander l'emploi d'armes nucléaires contre la Chine. Le pouvoir politique lui a répondu gentiment non et l'a démis de ses fonctions, alors qu'il était auréolé de gloire, que sa popularité aux États-Unis était colossale, on était en plein macartisme, enfin, il avait tout pour réussir cette opération et s'autoriser à demander l'emploi d'armes nucléaires. On n'y est pas arrivé, donc ce n'est pas, à mon avis, aujourd'hui qu'on risque d'y arriver. Voilà. Ouais, alors le point de vue du général Pinater est très intéressant puisque lui, il défend l'hypothèse depuis le départ et qui est avérée, c'est que les Américains donnent suffisamment aux Ukrainiens pour qu'ils se défendent, mais pas assez pour qu'ils gagnent, entre guillemets. C'est ça son hypothèse et on va dire sa pensée sur ce conflit-là. Et il dit que de ce fait-là, il ne faut pas que les Russes, et notamment le président Poutine, soient acculés, de manière à ce qu'ils soient tentés d'utiliser l'arme nucléaire, parce que dans ce cas-là, évidemment, il serait très peu probable que les Américains engagent le feu nucléaire de l'OTAN. Alors, dans le cadre du déclenchement de ce feu nucléaire, il y avait, au moment où les Russes étaient en difficulté en octobre-novembre 2022, il y avait le général Desportes, qui a souvent également des réflexions qui sont intéressantes. Lui, il pensait que si jamais il y avait un feu nucléaire déclenché, il serait par exemple déclenché avec une bombe ou une munition prestatragique sur l'idée au serpent, par exemple, de manière à, en fait, à avoir un effet psychologique sans qu'il y ait d'effet réel sur le plan des pertes ou sur le plan des dégâts, en fait.
Mais il faut bien comprendre que ça, c'est quelque chose qui est en fait terrible, le feu nucléaire, même si c'est sur l'île aux serpents, tout de suite, comme le dit très bien le général Pinatel, qui a assisté aux essais nucléaires français, c'est en fait, ça sidérera de toute façon tous les belligérants directs et indirects. Alors, je pense que cette hypothèse du feu nucléaire aurait été envisageable quand on regarde la doctrine nucléaire russe, qui est identique à celle de la doctrine nucléaire française. C'est lorsque les intérêts vitaux du pays sont menacés. Si jamais il y avait eu une offensive ukrainienne qui avait bousculé toutes les armées des républiques autoproclamées et l'armée russe, de manière à submerger la Crimée, submerger Et là, je pense là, il y aurait eu vraiment un risque. Mais on n'a jamais été dans cette configuration-là. C'est une configuration qui est quasiment impossible. Hein. Et donc, cette hypothèse-là, elle explique la position des Américains, la manière dont les Américains agissent, mais c'est une hypothèse qui est très, très improbable. Nous Il avons... Oui, Sylvain. ne faut pas oublier quelque chose, hein, puisque l'interview du général Pinatel remonte à 15 jours. Il ne faut pas oublier que pour nous, ici en France, et on en a la preuve depuis 10 jours, tout ce discours alarmiste sur l'Ukraine, le 9 juin au soir, il s'est éteint avec les résultats des européennes. Et depuis le 9 juin, moi je le vois sur Veille stratégique, les audiences autour de l'Ukraine et des problèmes internationaux, la population s'y intéresse moins. Là, ça repart un petit peu depuis la fin de semaine dernière, parce que les gens sont focalisés sur la dissolution. L'objectif était de faire peur, l'objectif était de dire aux gens, voyez, si vous votez pour le RN, vous allez aider les gens qui qui sont aidés par ces gens-là, qui veulent le feu nucléaire. La réalité, comme l'a rappelé Hervé, c'est qu'on est sur des choses très, très improbables et que l'effet n'a pas, semble-t-il, beaucoup fonctionné, hein, puisque le résultat des européennes, en tout cas en France, n'est pas favorable à Emmanuel Macron. Donc voilà, peut-être qu'on le reverra par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'état de l'armée ukrainienne en septembre prochain, si elle se désagrège. Peut-être viendront-ils nous resservir ce langage de la peur en nous disant, regardez, c'est Staline anteportas bis, bientôt les chars russes à Varsovie. Hein. Ouais, en fait, le conflit russo-ukrainien a été importé de manière artificielle par voie médiatique et par voie politique sur le territoire français, puisque de manière euh, consubstantielle, il n'avait pas à être importé. Les gens pouvaient s'y intéresser ou s'interroger dessus, mais ne pas être importé, alors que le conflit israélo-palestinien, lui, s'importe naturellement sur le territoire français du fait des communautés qui y vivent. Oui, merci Hervé pour cette remarque. Ce mois-ci, effectivement, on vit beaucoup d'événements en France. Notamment, j'aimerais bien revenir vite fait sur la célébration, commémoration du débarquement. L'année prochaine, on va commémorer en Russie. Vous savez très bien à quel point, Sylvain, je pense qu'on en parlait l'année dernière, à quel point la célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre patriotique, est importante pour les Russes. Et j'ai l'impression que c'est un rendez-vous manqué, c'est-à-dire que c'est c'est l'histoire qui nous offre cette rencontre entre les Occidentaux et les Russes pour justement parler de la paix, puisque au mois de juin, la Russie n'a pas été invitée, ce qui n'était pas une surprise en soi, mais ça aurait pu donner un effet plutôt attendu par plusieurs populations de justement de paix et d'amitié. Ou je suis naïve, certes. Sylvain, Hervé. D'abord, alors même si on parle d'histoire, je vais commencer. Je pense qu'il est toujours très périlleux, voire dangereux d'utiliser le mémorial pour faire de la politique. Hein, il y a l'histoire, le mémorial et ensuite la politique. Et il faut se rappeler qu'en 2014, hein, c'est ça, en 2014, j'espère que je ne me trompe pas sur la date, les commémorations du débarquement avaient été l'occasion d'engager des conversations entre le président Poutine et le président Poroshenko. Il ne faut pas l'oublier. Là, ça avait été utilisé politiquement, mais pour, d'une certaine manière, chercher à trouver des terrains d'entente et des terrains de négociation et de compromis. Là,
Évidemment, la situation est devenue très, très polarisée entre le président Poutine et le président Zelensky, d'autant que le président Zelensky a fait sortir un décret interdisant les négociations avec la Russie. Mais ça aurait pu être l'occasion, justement, en prenant un peu de hauteur de la part de la France, rêvons un peu, d'amener des émissaires russes à parler à des émissaires ukrainiens, hein, et non pas accentuer la polarisation de manière totalement gratuite et néfaste, hein, sur ces commémorations et surtout sur la situation quand même de conflit ouvert qui existe actuellement aux portes de l'Europe. Sylvain. Bah, c'est sûr, comme disait Hervé, hein, ça avait d'ailleurs donné l'appellation format Normandie, hein, en 2014 pour déboucher sur les accords de Minsk ensuite. Donc, une fois de plus, comme pour tout le reste depuis 10 ans que notre pays est en train de sombrer, au lieu d'être une force de proposition diplomatique entre les belligérants de par le monde, hein, on voit notre absence là sur le théâtre ukrainien et pire, le fait qu'on rajoute de l'huile sur le feu, on voit notre absence et ses conséquences en Palestine et en Israël. Voilà, nous sommes en train de disparaître de l'histoire en faisant n'importe quoi, n'importe comment. Des gens sont venus nous dire oui, mais Zelensky représente l'Ukraine, etc., qui a participé, elle aussi, en tant que République socialiste fédérative, à la lutte contre les nazis, bien évidemment. Et le président Zelensky en est l'incarnation. Son grand-père était dans l'armée rouge et était même un héros décoré de l'armée rouge. Et il y a quand même 1,8 million Ukrainiens qui sont morts les armes à la main contre le nazisme. Le problème, c'est que quand on sait qu'à Kiev, c'est les bandéristes qui tiennent le pouvoir entre leurs mains, c'est là qu'il y a un souci. Quelle est la légitimité, en plus de Zelensky en tant que président, puisqu'il n'est plus président des jure, hein, son mandat a cessé et ce n'est pas la reconnaissance complètement factice des Nations Unies qui autoriserait, je ne sais comment, par quel biais, de quel droit international, à proroger son mandat comme ça pour le plaisir. Ce monsieur, malheureusement, est complètement illégitime. Pour commencer, sans même parler de l'histoire, il n'est plus le président de l'Ukraine d'un point de vue du droit. Donc qu'il soit invité en tant que tel, mais bah non, non, on est désolé. Comme l'a rappelé fort intelligemment toute la diplomatie russe et le président Poutine en premier, la seule personne qui est légitime au niveau du pouvoir politique ukrainien, c'est le président de la Rada ukrainienne. Lui, il peut représenter quelque chose, il est élu, etc. Et son mandat est encore actif. Mais Zelensky, bon, ben voilà, on a décidé, pour faire plaisir à tout le camp anglo-saxon, de lui donner tapis rouge, de profiter, non pas là encore comme à Genève, pour discuter de la paix, mais pour savoir comment il est venu faire ses courses, hein. On l'a bien vu. Il est venu pour demander encore qui des munitions, qui de l'argent, etc. Donc tout ça est devenu du grand n'importe quoi. Et ce qu'il y a de pire, parce qu'il y a l'instrumentalisation, Hervé disait, il y a la politique, il y a le mémoriel et il y a l'histoire. Mais là, on a vu quand même quelque chose où il y a la confrontation des trois dans une seule image. C'est que ce monsieur qui est encore au pouvoir parce que les bandéristes le contraignent à rester là, il rencontre des vétérans américains sur lesquels tiraient des soldats ukrainiens des Osttruppen allemandes. Donc là, c'est le passé qui rencontre le présent de manière complètement folle, hein, où on voit ces vétérans, je pense à celui qui était promené par Justin Trudeau, qui veut embrasser Zelensky sur la main sans comprendre qu'il va embrasser la main de quelqu'un qui est au pouvoir par les types qui lui tiraient dessus il y a 80 ans. C'est ça qui est terrible, parce que ce vétéran-là, lui, il est encore vivant et jusqu'à sa mort, il portera les traces de son sacrifice pour notre liberté commune. Et ça, c'est dramatique que nous, Français, nous ayons participé à l'organisation de ce truc-là. Et c'est d'ailleurs d'autant plus paradoxal, et ça montre à quel point Macron est fou, c'est que pendant cette commémoration, on a rendu hommage au peuple soviétique. Hein, c'est-à-dire qu'on a cité ce qu'avait fait l'Union soviétique en juin 1944 pendant qu'il y avait la campagne de Normandie. Donc c'est là qu'on devient complètement schizophrène. On ne sait plus où nous sommes.
Et donc, on ne peut plus rien proposer à qui que ce soit parce qu'on est fou. Mais on a aussi de bonnes nouvelles quand même. Sylvain, j'ai lu aujourd'hui sur les réseaux, vous avez écrit, et pas que vous d'ailleurs, nous tous, en quelque sorte, nous avons écrit que Julian Assange est libre. Et ça, effectivement, une très bonne nouvelle pour nous tous, pour lui, pour sa famille. Pourquoi il a été libéré maintenant, à votre avis? Sur un plan technique, c'est lié au fonctionnement de la justice et du droit américain. On l'a vu dans d'autres circonstances lors des frasques de Dominique Strauss-Kahn, c'est que aux États-Unis, dès que l'on reconnaît que l'on est coupable, on négocie, on rentre en négociation. Et donc, on est rentré très, sur un plan technique et juridique dans ce type d'arrangement entre les avocats de Julian Assange et le département d'État américain, donc la justice américaine, et qui a conduit à ce dénouement heureux pour lui, hein, puisque au départ, il était quand même menacé d'une condamnation à mort, hein, puisqu'il y avait eu violation du secret défense américain. Sylvain? Moi, je pense que oui, effectivement, comme l'a rappelé Hervé, sur le plan technique, dès que vous plaidez coupable aux États-Unis, vous négociez tout ce que vous voulez avec le ministère de la Justice. Maintenant, sur le, le timing, on voit très bien que, faute de pouvoir trouver une quelconque assise morale à l'administration Biden en ce moment, hein, qui se laisse entraîner à Gaza dans du n'importe quoi par Netanyahou sans être capable de réagir, qui n'est pas très performante sur ce qui se passe non plus en Ukraine. Il faut redorer le blason par rapport à la jeunesse du Parti démocrate qui est très à gauche, hein, et donc qui est très pro lanceur d'alerte, etc. Donc ça tombe très bien. Hein. Je rappelle que, oh, coïncidence, que se passe-t-il dans 2 jours aux États-Unis que tout le monde a oublié? Le premier débat présidentiel entre Trump et Biden. Donc, on va voir comment Trump, lui de son côté, qui n'était pas du tout favorable à ce genre de choses avec Assange, hein, il était très très Mm. dur à son endroit. On va voir comment Biden va essayer d'utiliser ça contre Trump. Ça va être très intéressant à suivre. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, donc ça va créer une espèce de jurisprudence, c'est-à-dire que puisqu'il a reconnu il a plaidé coupable, alors même si, comme le dit Hervé, c'est technique, mais ça va permettre de dire du côté américain, vous voyez, on avait raison, il reconnaissait tort. Donc le prochain qui recommencera, voilà à quoi on va pouvoir l'exposer. Donc faites attention, hein, faites gaffe, ne recommencez pas, parce que c'est ou Assange ou Snowden, hein, c'est les deux destins qui vous attendent, c'est cela. Et puis surtout, moi, je replace ça dans un cadre diplomatique à plusieurs bandes. On a cité l'intervention des avocats d'Assange, etc. Il faut citer l'intervention de la diplomatie australienne, hein, puisque Julian Assange est australien, et que tout ça, faudra voir comment ça va repositionner l'Australie dans le sillage des Américains par rapport à une confrontation diplomatique avec la Chine. Il ne faut pas perdre de vue que tout ça, ce n'est pas gratuit. Hein, on connaît les États, ils ne font jamais les choses parce que c'est des philanthropes. Et donc, je pense qu'il y aura peut-être quelque chose dans l'attitude diplomatique de l'Australie à l'égard de la Chine dans les jours, enfin, ou les mois qui viennent, qu'il faudra surveiller pour voir s'il n'y a pas eu un échange aussi de bons procédés sur cette question. Merci beaucoup, merci Sylvain, merci Hervé de continuer le dialogue franco-russe.